sur cette table ronde. Donc on a emprunté, on s'est permis d'emprunter le titre du livre de Marwan Mohamed pour évoquer cette question-là des trajectoires et venir un peu décortiquer les parcours pour s'interroger sur la façon de pouvoir agir collectivement sur ces questions qui viennent d'être évoquées. Bonjour et merci à toutes et tous. Mes premiers mots concerneront d'abord des remerciements à l'endroit de la DREETS et en particulier à l'endroit d'Isabelle Fouque, Anna Fichabi et Laetitia de Rennes qui ont su orchestrer toute cette journée et le bouillonnement réflexif qui en découle. Et je dois dire que c'est une véritable réussite au regard de la mobilisation aujourd'hui des acteurs et actrices présentes, mais aussi des personnes ressources mobilisées. Et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous proposer une véritable réflexion autour de la question de l'ambition scolaire. Juste quelques mots pour me présenter. Je crois que quand on travaille sur l'ambition scolaire, il est important aussi de définir ces liens d'appartenance. Donc je suis directrice d'un centre de ressources régionales qui s'appelle Approche, Culture et Territoire. Et je suis également doctorante à l'université Jean Jaurès à Toulouse, où je m'intéresse à la question des mémoires collectives comme enjeu d'ambition, mais aussi d'émancipation. Donc, à mes côtés aujourd'hui, trois personnes ressources qui œuvrent dans les quartiers populaires de Marseille, mais pas que, parce que si Marwan avait dû lever la main tout à l'heure, je crois qu'il lui faudrait de très très nombreuses mains, tant il parcourt énormément d'espace en France, mais aussi ailleurs. Je suis également accompagnée d'Enda Benour, qui est responsable d'une association de parents d'élèves qui s'appelle Les Minots de Saint-Charles, et Wassil Assoumani, qui est directeur du Centre social du Grand Saint-Antoine, mais aussi fondateur d'une association d'éducation populaire dont il va également nous parler, l'association Metsachia, qui se trouve dans les quartiers nord de Marseille. Donc aujourd'hui, ce que l'on vous propose dans le cadre de cette table ronde, c'est de construire une lecture sur ce qu'est l'ambition scolaire pour des élèves et acteurs des quartiers populaires, mais aussi de tenter avec vous d'identifier les multiples obstacles auxquels on peut être confronté aussi dans ces quartiers, ainsi que les leviers qui sont mis en œuvre par chacun et chacune d'entre nous, donc aussi bien à l'intérieur de l'école qu'aux frontières de l'école, et voir, comme tu le dis si bien, Marwan, comment aussi l'éducation populaire est également un véritable enjeu d'émancipation collective. Vous allez voir qu'à travers les différents parcours qui vont être évoqués ici dans le cadre de cette table ronde, il s'agira aussi de voir comment est-ce que ces parcours sont le fruit d'une histoire collective, mais aussi comment est-ce que ces parcours mettent à jour aussi et donnent à voir aussi l'histoire des rapports sociaux. Donc c'est réellement de ça dont il va s'agir pendant cette discussion. Alors je vais donner dans un premier temps la parole à Wassil Assoumani, donc qui a, je le disais, qui est fondateur de l'association Metsachia, mais Wassil, tu as aussi fait des études aussi en sciences de l'éducation, tu as pu t'intéresser à la question des inégalités. Et aujourd'hui, effectivement, à partir de cette entrée dans la recherche, tu permets à un certain nombre de jeunes des quartiers populaires de se former sur ce qu'est le système universitaire et de comprendre aussi toute l'épaisseur et toutes les subtilités aussi qui existent au sein du système universitaire et comment effectivement élaborer des stratégies collectives aussi à l'intérieur du système universitaire. Donc ton propos concernera non seulement cette association Metsachia, mais aussi ton parcours scolaire,
parce qu'on verra aussi, et là je regarde ta maman qui est dans la salle, que ta maman a essayé effectivement de changer de collège à un moment donné aussi dans ta vie, et voilà l'impact que ça a pu aussi avoir dans ton trajet scolaire. Donc tu vas nous parler de comment aujourd'hui, à partir de ce parcours scolaire et des savoirs expérientiels que tu as mobilisés, comment tu reviens aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille. Merci. Merci Soraya, merci à toutes les institutions qui ont organisé cet événement et merci pour votre mobilisation, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde réunis pour traiter des questions des jeunes issus des quartiers populaires. Alors je dirais plutôt de notre jeunesse parce que je n'aime pas utiliser des pronoms possessifs. Mais quand j'ai des jeunes issus des quartiers populaires, j'ai l'impression de m'en détacher, alors que en fait, j'en fais totalement partie, même si j'ai 30 ans, je suis plus trop dans le public jeunesse. Mais voilà, je m'en détache pas parce que j'ai vécu en fait dans les quartiers populaires, j'ai grandi, je me suis construit aussi dans les quartiers populaires. Donc pour moi, c'est important de ne pas se détacher aujourd'hui de ce groupe, de mon groupe d'appartenance. Et parce que en fait, j'ai pu vivre ce dont Soraya parlait précédemment. Alors du coup, moi c'est Wassila Soumani, je préside l'association Msachia. Donc l'association Msachia, c'est une association jeunesse et solidarité. On va parler plutôt du volet jeunesse et on se développe pas mal dans le 13e arrondissement, sur les cités balusserisées et aussi dans le 15e arrondissement sur le quartier de la Capucette. Pour un petit peu commencer mon propos, je vais vous proposer aujourd'hui de parcourir, de naviguer un petit peu entre mon parcours professionnel et personnel et aussi éducatif, mes études, parce que je pense qu'en fait il y a un lien entre tous ces parcours qui est assez important et dont je tiens à parler aujourd'hui. Alors, mon parcours scolaire, donc déjà je tiens vraiment à remercier ma maman qui a essayé tant bien que mal de déjouer toutes les questions sociologiques, parce qu'en fait finalement la sociologie c'est quelque chose qui ne me parlait pas, elle ne connaissait pas le terme sociologie, ma mère à l'époque, mais en fait elle y voyait déjà les enjeux et elle a essayé de s'intégrer du coup dans une sociologie plutôt émancipatrice qui me permettrait de déjouer tous ces freins, tous les freins que madame précédemment, excusez-moi j'ai oublié votre nom, Audrey a énoncé juste avant brillamment. Arrivé en CM2, parce qu'en fait ça commence très tôt en vrai, la question des inégalités à prendre en compte très très tôt. Arrivé en CM2, je dois donc intégrer mon collège de secteur, donc le collège Mallarmé qui est dans la cité du Clos à La Rose, donc un quartier prioritaire QPV. Ma mère déjà demande une orientation plutôt au collège Malraux qui n'a rien à voir, qui est plutôt au Technopole de Château-Gombert, fréquenté plutôt par des enfants issus de Saint-Mitre, de quartiers beaucoup plus aisés et pas quartier prioritaire. Donc je vais à ce collège, on réussit à avoir l'orientation, je vais à ce collège et là rapidement en fait je rencontre pas mal de difficultés. Je suis quelqu'un de très sociable, j'avais pas de difficultés scolaires, mais vraiment pas du tout de difficultés scolaires. Donc ça va, mes bulletins étaient corrects, on va dire que mon avenir en tout cas au collège était sereinement assuré on va dire, mais je rencontrais quand même des difficultés sociales, même si j'étais très sociable, parce que je me rendais compte en fait tout simplement que j'avais pas la même vie que mes amis, j'arrivais pas trop à partager de choses autour de la vie personnelle avec mes amis, donc en fait j'étais comme je me sentais comme dans un genre de conflit de loyauté à chaque fois. J'avais du mal en tout cas à m'intégrer plus profondément dans des relations plus profondes dans l'école. Et en fait ça a eu un impact au niveau du lycée. Donc j'ai fait quand même tout mon collège parfaitement, j'ai pas eu de soucis. Et au moment où j'arrive au lycée, il y a encore la question de l'orientation qui se met en jeu. Et là je dois intégrer le lycée Diderot parce que c'est le lycée de mon secteur.
Denis Diderot, en plein dans les Cèdres, donc encore quartier prioritaire. Et en face de chez moi, pas très loin de chez moi, mais en fait, il y a une route qui sépare. Et là, en fait, on voit déjà la violence de la carte scolaire, c'est qu'il y a une route qui sépare mon appartement et le lycée Artaud, Antonin Artaud. Et en fait, cette route-là, j'ai vraiment vécu comme une frontière. Parce que moi, du coup, je devais aller dans l'autre lycée, en plein dans les Cèdres, alors que j'avais un lycée en face de moi. Par rapport à ce que je vous disais, ce que j'ai vécu sur mon intégration, mes amis, en fait, j'avais du mal à partager un petit peu avec mes amis. Je me suis dit, bon, là, j'ai dit à ma mère, non, en fait, là, ça y est, je t'écoute plus, malheureusement. Je vais retourner dans mon lycée de secteur et tu verras, ça sera bien. Quoi qu'il arrive, tu sais que je travaille bien, que je travaille à la maison, que j'ai pas de difficultés scolaires, donc t'inquiète pas, en fait, ça changera rien. Je vais aller à mon lycée de secteur et j'intégrerai une fac de médecine plus tard, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ma mère, elle me fait confiance, elle me dit, allez, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et en fait, je vais en fait, dans mon lycée et là, je remarque que tout de suite, au niveau de mon orientation en terminale, tous les profs nous disaient, va en BTS, tu veux faire quoi plus tard? J'aimerais bien une fac de médecine, non, va en BTS. Et mes collègues, j'aimerais bien une fac de droit, non, non, va en BTS. Et en fait, quand on posait la question, mais pourquoi on a des bonnes notes, on s'est travaillé, qu'est-ce qui se passe? On ne nous donnait pas de réponse. En fait, tout simplement, on nous disait va en BTS c'est mieux, va en BTS c'est mieux. Alors, je ne jette pas la pierre à ces profs parce que franchement, il y avait des professeurs qui donnaient corps et âme même pour qu'on puisse s'émanciper, accéder aux études supérieures, etc. Mais en fait, ils avaient, je pense, un peu peur justement qu'on vive cette violence de ce que c'est l'université. Et nous, on n'était pas au courant de ça, on ne pensait pas que c'était aussi violent que ça. Donc du coup, on a décidé de ne pas écouter nos profs, encore une fois, je n'écoute pas ma mère, je n'écoute pas mes profs, voilà. On continue dans notre lancée. Et là, en fait, j'ai un groupe d'amis avec qui on a intégré la fac, plusieurs facs différentes, et on a tous échoué. En licence 1, on a tous échoué, mais vraiment sans exception, alors qu'on était quand même le groupe qui portait un petit peu la classe. Et là, j'ai dû faire un pas de côté après plusieurs échecs, où je vis quand même quelque chose d'assez difficile. Je parle de mon parcours, mais c'est vraiment représentatif de pas mal de personnes en fait, qui vivent le même parcours. J'ai vu quelque chose d'assez difficile, c'est que en fait, pendant mes échecs à la fac, ma mère, elle s'est dit, bon, mais elle investit, elle fait des sacrifices, etc. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai les capacités, j'y arrive pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'y arrive pas. Et il y a aussi ce sentiment-là d'être un petit peu inutile à la maison, et je le vois encore jusqu'à aujourd'hui à travers pas mal de jeunes que j'accompagne en études supérieures. J'ai ce sentiment-là d'être un poids en fait, à la maison, d'être un poids financier pour ma mère, pour mes frères, qui décident tous en fait, de se sacrifier pour que je puisse faire des études, mais j'y arrive pas. Et donc il y a cette gêne qui se met en place, et je décide d'arrêter, de faire un pas de côté, et là j'intègre plutôt des filières dans l'animation, le BAFA, le BFD, donc voilà. Ces filières-là, en fait, sont dans l'animation professionnelle ou dans l'animation volontaire, elles m'ont permis, en fait, par le collectif, de gagner pas mal de confiance en moi-même. Et c'est ça qui m'a permis plus tard, en fait, de retrouver un parcours universitaire. Parce que, du coup, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait des personnes qui me faisaient confiance, qui me donnaient des responsabilités. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir m'assurer un bagage pour me dire en fait non, je suis capable, je peux le faire, il y a des personnes qui me font confiance, j'ai mes compétences sociales et professionnelles qui étaient en constante augmentation parce que je rencontrais des personnes de différents milieux par l'animation, je rencontrais des personnes ressources aussi qui m'ont pas mal poussé, qui m'ont pas mal aidé et du coup je décide de rentrer en licence 3, donc du coup sciences de l'éducation. Et là, en fait, c'est le choc total, parce que quand je rentre en licence 3 sciences de l'éducation, je découvre la sociologie de l'éducation, et en fait, j'ai eu l'impression, sur les bancs de la fac, qu'on m'expliquait tout simplement mon parcours, mais de A à Z, pourquoi je l'ai échoué, pourquoi j'en arrive là aujourd'hui. Et là, ça a été d'une extrême violence, parce que je me suis dit, en fait, j'avais pas les cartes, j'avais pas les règles du jeu, j'avais pas les codes, je ne savais pas. Et en fait, ça m'a permis d'un sens, ça a une vocation quand même thérapeutique, j'ai envie de dire, ça m'a permis de déculpabiliser en fait de tout ce qui s'est passé avant,
de tout cette culpabilité que j'avais d'être un poids pour mes frères, ma mère, etc. Et je me suis dit, non mais en fait là c'est pas possible, on se doit d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent avoir les cartes en main et pour qu'ils puissent entrer à la fac de manière sereine, enfin voilà. Donc j'ai commencé à m'engager dans le milieu associatif et par contre j'ai testé, j'ai mis du temps, je me suis cherché, je suis passé par l'éducation nationale en tant que surveillant, après je me suis dit je vais faire CPE, donc je vais intégrer un master, au final j'ai fait un master mais plutôt dans la formation parce que en fait la formation ça me plaît au final. Je suis parti même sur des dynamiques d'insertion professionnelle, donc en tant que conseiller dans l'insertion professionnelle, j'ai essayé de voir un petit peu partout qu'est-ce qui se passe, comment on traite la question des jeunes des quartiers populaires, et je me suis rendu compte d'une chose qui est frappante, en fait, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de bonne volonté autour de ces questions-là, mais je pense qu'on n'est pas assez outillé pour pouvoir les accompagner. Donc je me suis retrouvé à des réunions où j'avais des personnes en face de moi qui très clairement en fait me disaient ben oui, on a reçu tant de subventions, il faut qu'on travaille avec des jeunes des quartiers populaires, mais en fait personne ne savait le faire, et voire même, j'ai envie de dire, et ça c'est pas le cas de tout le monde heureusement, il y a des personnes qui étaient limite, qui avaient une vraie aversion pour les jeunes des quartiers populaires, c'était pas possible pour eux. Et tellement je leur disais, je disais mais attendez, ça marche pas, et je prenais le parallèle de la maison de retraite, je disais mais c'est comme si là maintenant je commence à déposer des subventions pour travailler dans l'accompagnement des personnes du troisième âge, que j'ai envie de travailler dans des maisons de retraite, mais en fait quand je suis devant le sujet concerné, donc les personnes âgées, je commence à te dire ah mais en fait je supporte pas, ils sont trop lents, ah là là c'est pas possible. Mais en fait c'est le jeu en fait, et on est obligé de prendre en compte les caractéristiques des jeunes des quartiers populaires pour pouvoir les accompagner. Et ça, c'est pour moi une condition qui est sine qua non. On peut pas les accompagner si on n'accepte pas dans un premier temps d'essayer de comprendre ce que c'est un jeune de quartier populaire, dans quoi il s'inscrit, etc. C'est pareil à l'éducation nationale, en tant que surveillant, on luttait beaucoup, les surveillants, pour accompagner les jeunes dans l'orientation, et il y a des moments où on se disait mais en fait on ne comprend pas, on a l'impression que c'est de la répartition et pas de l'orientation. J'emploie des mots forts, attention, mais encore une fois je ne tire pas la pierre aux professeurs parce qu'eux ils ont un devoir, il faut que les élèves en fin de troisième puissent avoir une orientation, et c'est hyper important, sauf qu'en fait il se passe plein de choses à l'intérieur du collège qui va biaiser un petit peu l'ambition et qui va empêcher les jeunes de pouvoir s'émanciper, avoir accès tout simplement à une filière qui les intéresse. Alors j'ai vraiment tout vu. J'ai vu des élèves brillants qui n'avaient pas de soucis de difficultés scolaires, et pourtant j'étais dans le collège quand même Rosa Parks, donc c'est un collège qui accueille des élèves issus des cités Félix Piat, la Cabucelle, la Visitation, le Canet, et franchement j'ai vu des choses, non mais comment on appelle ça, la filière poids lourd, conducteur poids lourd, chauffeur poids lourd, et quand les élèves disent non mais j'ai pas envie, oui mais tu vas avoir le permis à 16 ans, t'inquiète pas, tu vas avoir le permis à 16 ans, c'est gratuit, et en fait on parlait avec les jeunes, et quand on parlait avec les jeunes, ils me disaient non mais en fait vraiment je pense que je vais faire ça, t'imagines, c'est trop bien, j'ai le permis gratuit. Bien sûr qu'à 14 ans on n'a pas le recul pour se dire en fait le permis gratuit c'est bien, mais derrière en fait il y a tout ton avenir qui est en jeu, et ça ils n'ont pas le recul pour ça. On a vu aussi des choses, et là je reviens encore sur les propos que vous avez dit, des profs qui étaient très très rabaissants envers les élèves, et notamment j'ai un élève en tête qui était vraiment brillant, en fait qui était rabaissé tout le temps, et nous en fait on essayait de faire le travail inverse, et quand on lui parlait, quand je lui parlais, je disais mais du coup ton orientation tu vas faire quoi? Ah je sais pas, ma prof elle me dit que j'ai pas d'avenir, elle me dit que je suis bon en rien, elle me dit que, et elle me dit bon, il me dit je vais aller dans une filière professionnelle. Ok, moi je ne suis pas contre les filières professionnelles si on a un projet défini et précis, mais en fait il pouvait intégrer la générale. Et qu'est-ce qui se passe en fait sur toute sa génération, c'est que quand j'interroge d'autres élèves qui étaient un peu moins brillants que cet élève-là dont je vous parle, il me disait si lui il va pas en général parce qu'il a peur, nous on n'ira pas, c'est pas possible. Et en fait
je pense qu'on ne se rendait pas forcément compte de l'impact que ça avait sur toute une génération. Donc voilà, à travers tout ce parcours-là, je suis pas seul dans mon association, il y a des éducateurs spécialisés, on est beaucoup, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont au conseil d'administration, qui prennent des décisions avec nous. On a décidé en fait de travailler pas mal dans l'association sur le pouvoir d'agir des jeunes, parce qu'en fait on s'est dit tout simplement, les jeunes ils ont envie de se mobiliser pour faire des actions citoyennes, pour travailler et partager, faire des choses dans leur quartier, pour les habitants, pour leurs parents, etc. Et donc en fait, en travaillant sur le pouvoir d'agir, on s'est dit, c'est une méthode qui va permettre aux jeunes de se dire, on est écouté, on nous permet de faire ce qu'on a envie, on nous permet d'avoir un impact sur le territoire, et ça forcément, ça booste, en fait, on gonfle la confiance en soi, dans l'estime de soi, et surtout, on travaille aussi sur un début de CV, en fait, et de compétences qui sont mises en valeur dans le CV, parce qu'aujourd'hui, on a Parcoursup. Nous, Psachi, on accompagne beaucoup les jeunes sur Parcoursup, et donc du coup, on va beaucoup valoriser tout ce qu'ils ont pu faire dans l'association et tous ces projets citoyens qu'ils ont mis en place. On fait pas mal de choses, on fait aussi des ateliers radio, donc en fait on a un live par mois à la radio où les jeunes peuvent prendre la parole sur leur engagement, sur ce qu'ils ont fait ce mois-ci à l'association, sur des faits d'actualité, parce qu'en fait ça aussi c'est une conséquence de pouvoir d'ouvrir un média et d'entendre plein de choses complètement fausses sur nos propres personnes. Enfin, c'est compliqué et en fait on s'est dit autant redonner la parole aux jeunes, ils peuvent parler eux-mêmes de eux-mêmes et je pense qu'ils sont les mieux placés pour parler. Donc en fait on a créé ce média en partenariat avec United Radio. Donc on travaille sur ça, on fait aussi des séjours, on envoie aussi les jeunes passer le BAFA parce qu'en fait on sait réellement ce que ça a été, l'impact que ça a été le BAFA pour nous-mêmes. Donc on se dit en fait le BAFA, même si derrière ils ne veulent pas faire d'animation, la question de vivre une expérience en vie collective avec un groupe complètement hétérogène, ça leur permet aussi de travailler sur des questions d'émancipation. Et on va lancer là dès septembre un projet expérimental du coup qu'on appellera le tutorat de la réussite de l'individu au collectif, parce que en fait tout simplement on part d'un individu mais on va essayer d'éviter toutes les dynamiques où on met en avant un profil méritocrate, un profil de réussite, que lui il a réussi, parce que c'est comme si en fait pour moi c'est comme si on dit regardez lui il a réussi et vous y arrivez pas, c'est vous le problème. Et en fait c'est encore une fois pour moi renforcer les inégalités, c'est encore pour moi appuyer sur des difficultés qui peuvent être traumatiques. Donc en fait ce tutorat de la réussite, on part d'un individu, donc un professionnel qui a un métier accessible uniquement par des études universitaires. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un jeune en terminale qui sait ce qu'il veut, qui a des notes assez correctes pour avoir son orientation. On va commencer comme ça et on va accompagner ce jeune de la terminale jusqu'à la licence 3. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en terminale, les jeunes ils ont besoin de pouvoir construire ce CV-là, comme je vous ai dit, pour Parcoursup. Ils ont besoin de savoir un petit peu quelle matière il faut booster, il faut travailler à fond, etc. Et donc on va les accompagner plutôt sur une dynamique d'orientation. Et une fois à la faculté, donc en licence 1, on va les accompagner plutôt sur... Allez, c'est bientôt fini, c'est nickel. On va plutôt les accompagner sur toute la question émotionnelle. En fait, je vais traverser des choses dont peut-être que mes amis, mes pères, mes parents n'ont pas traversé. Donc en fait, le professionnel pourra l'accompagner. Et ce qui va se passer, c'est que quand il passe en licence 1, ce professionnel-là, en fait, il va accueillir un nouveau terminal. Et en fait, ils vont avancer, licence 2, licence 1, encore un nouveau terminal, jusqu'à licence 3. Donc ça fera 4 personnes autour d'un professionnel. Donc il y aura de l'accompagnement aussi par les pairs. Et on pense qu'on va essayer de doucement tirer un collectif par ce dispositif, on espère. Pour finir, j'aimerais quand même citer un passage d'un livre qui s'appelle 80% au bac et après. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré moi en sociologie, qui a été écrit par Stéphane Beau en 2002 sur une étude qui a été faite entre 85 et 90. Donc je me dis que ces questions-là en 85 et 90,
se posait déjà, même avant j'ai envie de dire, et aujourd'hui on est en 2026, donc on peut quand même se questionner sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place réellement pour pouvoir dépasser toutes ces questions et pouvoir accéder à la réussite collective au niveau des quartiers populaires. Donc je vous la lis et j'arrêterai sur ça. On a réussi à amener 80% d'une génération au bac, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on leur permet de faire après? Parce que démocratiser l'accès ne suffit pas si on ne démocratise pas la réussite. Voilà, merci. Merci, voici les longues vies à Metsachia et à tes engagements. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous propose de poursuivre avec Enda Benour. Donc Enda Benour qui est cofondatrice de l'association Les Minots de Saint-Charles, qui est une association composée essentiellement de parents d'élèves qui se trouve dans le 3e arrondissement de Marseille. Et avec toi, Enda, nous allons voir comment est née cette association. Quelles sont les injustices que tu y as identifiées et comment aujourd'hui vous écrivez un manifeste, vous organisez un certain nombre de mobilisations aussi pour prendre réellement place au sein de l'école, mais aussi aux frontières de l'école. Merci Enda. Merci Soraya, merci tout le monde. Donc moi aujourd'hui je suis venue apporter le point de vue d'un parent de quartier prioritaire. Donc, comme l'a dit Soraya, je suis mère de famille de 2 enfants, âgés respectivement de 21 et 19 ans. Ils sont tous 2 dans l'enseignement supérieur. Et je suis également cofondatrice de l'association Les Minots de Saint-Charles, située dans le 3e arrondissement de Marseille. Alors, mais avant de parler d'ambition, je crois qu'il est important de regarder dans quelles conditions elle se construit. Parce que sur le terrain, on ne part pas tous du même endroit. Ce qui a été dit ce matin sur les trajectoires, on le retrouve sur le terrain. Mais nous, on voit aussi ce que ça produit concrètement dans les relations entre l'école et les familles. Mes enfants ont fait toute leur scolarité dans le 3e arrondissement. Ça a été un choix. Pour être honnête, comme la maman de Wassil, à la fin de la primaire, je me suis posé la question de mettre en place des stratégies d'évitement. Mais après, je me suis dit, si on fait tous comme ça, c'est le premier pas vers la non-mixité. Et du coup, je n'ai pas pu m'y résoudre. L'association Les Minots de Saint-Charles est née en 2009 de parents. Mais elle s'est transformée par la force des choses en quelque chose d'hybride qui ressemble à une maison de quartier dans le quartier du Rakati qui est à côté de Saint-Charles. Je ne suis pas tombée dans l'engagement, j'y suis venue par nécessité. Je suis née et j'ai grandi en France et à un moment mes parents ont fait le choix du grand retour au pays. Ce qu'ils appellent le retour aux sources. Moi, je l'ai surtout vécu comme un déracinement. Quelques années plus tard, à l'âge de 16 ans, on est revenu. Et j'ai poursuivi mes études normalement et au hasard d'une démarche administrative, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon identité française. Je venais juste d'avoir un master en information scientifique et critique, après une maîtrise de sciences naturelles, et je m'apprêtais à démarrer un doctorat. Et tout s'est stoppé net, parce qu'en fait, j'étais ce qu'on appelle une clandestine inexpulsable. Donc rien que le mot paraît sortir d'un roman absurde, on ne sait pas trop ce que c'est. J'ai mis 7 ans pour régulariser ma situation. 7 ans. Alors, autant vous dire que Parcoursup à côté... Et 7 ans, ça ne se rattrape pas. Parce que, voilà, après, c'est compliqué de reprendre. Du coup, quand je suis devenue maman, je me suis dit, là, ce rôle-là, je vais le jouer pleinement. Je vais accompagner mes enfants. Je vais faire tout ce qu'une bonne mère fait.
Et très vite, j'ai compris que même là, il y avait un plafond. Je ne remets pas en cause l'engagement des professionnels. Je parle de ce que produit le système, malgré les bonnes volontés. Un jour, face à une directrice d'école pour qui j'avais écrit un courrier, une personne extrêmement bienveillante, je tiens à le dire, j'ai eu le droit à un... Qui a écrit ce courrier? Une autre fois, face à un enseignant au collège que je remettais un petit peu en question par rapport à ses pratiques, ça a été un... Vous savez lire? Sur le moment, on ne répond pas. On encaisse, on est un peu... J'aurais pu dire, ben oui, un peu plus que la moyenne même, mais ça ne vient pas. Ça vient après avec la somme de petites choses. On se rend compte que ce n'est pas une maladresse, c'est une représentation. L'image de ce qu'est un parent dans les quartiers prioritaires. Et là, je me suis dit, si moi, avec mon parcours, mes diplômes, mes mots, je pouvais être envoyée à ça, imagine ce que c'est pour les autres. Et là, je pense à une maman au collège il y a quelques semaines qui est sortie d'un entretien avec le CPE en larmes. Elle pleurait, pas de colère, de honte. Parce que pendant cet entretien, elle n'a pas trouvé les mots. Elle m'a dit, je ne savais pas quoi dire. Les mots ne me sont pas venus. Il a vraiment dû me prendre pour une idiote. Cette maman n'était pas idiote. Elle ne maîtrisait pas les codes de l'institution. C'est pas la même chose. Mais ce soir-là, elle est rentrée chez elle convaincue qu'elle n'avait pas sa place. Et son enfant l'a vue rentrer comme ça. Et je pense que c'est là que se joue l'ambition. Pas dans une circulaire, dans ce qui se passe entre une maman et son enfant quand elle sort d'un entretien avec l'école. Parce que ce regard, il produit des effets très concrets. Quand un parent doute de lui, il se met en retrait. Quand il se met en retrait, il délègue. Et quand il délègue, ben, l'enfant se retrouve seul face à l'école. On parle beaucoup de parents démissionnaires dans mon quartier. Moi, je parle surtout de parents qu'on a convaincus qu'ils n'étaient pas légitimes. C'est plus confortable, ça évite de se poser les bonnes questions. À ça s'ajoutent des inégalités très concrètes. Chez nous, pour un rendez-vous chez un orthophoniste, on détecte un problème au CP et on le traite au collège. Et ce n'est pas une caricature. Je ne parle même pas des conditions de vie et de travail à la maison. C'est des centres de loisirs saturés. C'est des équipements sportifs en quantité nettement insuffisante. Comment évaluer une compétence telle que le savoir nager sans créneau-piscine? C'est comme si on devait évaluer un enfant en maths, mais sans enseigner les maths. Et on demande aux enfants de réussir, mais pas avec les mêmes outils. Et ça, c'est notre réalité. On parle souvent de ceux qui s'en sortent. Moi, je travaille surtout avec ceux qui ne s'en sortent pas. L'enjeu, ce n'est pas seulement de comprendre les trajectoires individuelles, c'est de créer les conditions pour qu'elles ne restent pas exceptionnelles. Alors nous, on a fait un choix simple. Arrêter de partir des dispositifs et de partir des réalités qu'on vit. On a commencé par discuter sur un banc, un vrai banc devant l'école, qu'on nous a enlevé un jour, sans doute trop subversif. Mais ça résume bien, parce que même les espaces informels, ils dérangent quand ils créent du lien. Alors nous, on s'est mis à expliquer les codes de l'école aux parents. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'on leur demandait de jouer à un jeu sans en leur apprendre les règles. On a aussi appris à lire les textes. On est en 2014, on a 2 écoles côte à côte, maternelle, primaire.
L'une autorisait les mamans voilées à accompagner les sorties scolaires, l'autre pas. Même quartier, même rue, deux règles. Alors on a fait la grève de l'accompagnement. Et on a demandé à ce qu'on nous explique sur quelle loi on s'appuyait pour cette décision. Il n'y avait pas de texte. On a été reçu par l'inspecteur d'académie et les sorties ont repris. Avec tout le monde. Parce que la laïcité, on y croit et on la respecte. Mais on croit à la vraie. Celle qui inclut, pas celle qui trie. Puis un jour, on a fait un blocus. C'était pas prévu au programme. Mais 5 morts en l'espace de quelques mois, dans la cité, juste à côté de l'école, des règlements de compte, des tirs en plein après-midi, alors que les enfants jouaient. Les derniers coups de feu avaient eu lieu pendant les vacances de Pâques. Heureusement, disaient les gens, heureusement. Ben ça, c'est notre réalité. À la rentrée, on n'a pas pu laisser passer et on a décidé de bloquer l'école. On a fait venir les médias. Cette situation, on l'a dénoncée depuis des années. On avait écrit, sans jamais avoir de réponse. On avait un drive installé à 2 pas de l'école, au vu et au su de tous. Comme si la loi ne s'appliquait pas dans nos quartiers. Et les enfants devaient passer au milieu ou descendre du trottoir pour marcher. On a fini par obtenir des éducateurs et de médiateurs. C'était les premiers qu'on n'avait jamais eu dans le quartier. Il y a eu aussi l'épisode Covid, où plus rien ne fonctionnait. Les restos du cœur ont fermé. Le secours populaire a fermé. Les travailleurs sociaux étaient confinés. Nous, on avait des locaux et un réseau de familles qui nous faisait confiance. Je me souviens d'une maman qui nous appelait en détresse, un nourrisson, plus de travail, donc plus de lait, plus de couches. Et derrière elle, il y en avait des centaines d'autres. Des familles sans papier, pour qui l'économie parallèle avait disparu du jour au lendemain, sans filet, sans substitut. La force de nos quartiers, c'est la solidarité. Du coup, ça a donné 30 tonnes de nourriture distribuée, 3000 masques cousus. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir dû décider, nous, des mamans de quartier, sans formation de travailleur social, à qui on donnait et à qui on ne donnait pas. Parce que nos moyens n'étaient pas extensibles. C'est une violence que je souhaite à personne. Trancher entre des gens qui ont faim, sur des critères forcément subjectifs. Ce n'était pas notre rôle. Mais il n'y avait personne d'autre pour le faire. Comme quoi, les compétences citoyennes ne sont pas toujours dans les manuels scolaires. Et c'est là qu'on a compris. La confiance, ça précède tout. Quand les familles ont confiance, elles viennent. Quand elles viennent, elles agissent. Et quand elles agissent, elles se projettent. Ce modèle, on l'a essaimé. Depuis, il y a eu les minots de Noailles, les minots de National, les minots de Par-Bellevue, les minots de Lithium. C'est pas une franchise, une méthode. L'ambition scolaire, ce n'est pas qu'une question de volonté individuelle. C'est aussi une question d'écosystème. On parle d'égalité des chances, mais on sait tous qu'en réalité, c'est qu'un mythe. Nous, on préfère parler d'égalité d'intention. Et ce qu'on demande, ce n'est pas un traitement de faveur. C'est d'arrêter de faire pour nous et de commencer à faire avec nous. Pas à la fin pour valider, dès le début. Parce que les parents dans ces territoires, les compétences, ils les ont. Ils ont juste besoin de gens qui croient en eux. Qu'on cesse de nous solliciter uniquement pour mobiliser, pour nous cuisiner, pour animer, pour remplir des salles. Et qu'on commence à nous associer aux décisions qui concernent nos enfants. Et quand on ose questionner des pratiques,
qu'on ne nous oppose pas immédiatement les libertés d'apprentissage, pédagogique, pardon. Un parent se retrouve toujours seul face à la machine, et ça, c'est pas acceptable. Valoriser ce qui va bien aussi. C'est aussi important que pointer ce qui ne va pas. Les parents répondent trop souvent à des injonctions, rarement pour recevoir des félicitations. Ce ne sont pas les familles qui ont démissionné de l'école. C'est l'école qui leur a trop souvent appris que leur place n'était pas là. Et elles ont fini par croire que c'était vrai. Aujourd'hui, certains jeunes qu'on a accompagnés ont créé leur propre association, les Minots de l'avenir. Pas à notre initiative, à la leur, pour être les grands frères et grandes sœurs de ceux qui arrivent derrière eux, pour changer le regard qu'on porte sur eux, mais de l'intérieur. C'est ça l'ambition qu'on a construite ensemble. Pas malgré le quartier, avec lui. On n'a pas de baguette magique. On a juste décidé de ne pas laisser faire. Et convaincus de notre pouvoir d'agir, on a mis en place des stratégies. On a commencé à se fédérer, à travailler avec les institutions, à essayer de se faire connaître, de se saisir de ce qui pouvait exister. Et quand ça marche, ça produit de belles choses. Merci beaucoup, Enda. Merci Enda, je crois que ça donne le ton de la journée. Merci pour ces mots, merci de ces émotions aussi qui pour nous sont des savoirs expérientiels auxquels nous sommes très très attachés. Et il va aussi s'agir de cela avec toi, Marouane, puisque tu es sociologue, chargé de recherche au CNRS. Tes travaux portent essentiellement sur la sociologie de la délinquance. Et parmi les ouvrages que nous avons utilisés pour organiser cette journée, le dernier que tu as écrit a été pour nous un ouvrage assez majeur que je vous invite toutes et tous à découvrir ici. Donc, c'était pas gagné, de l'échec scolaire au CNRS, histoire d'une remontada. Dans cet ouvrage, il est aussi question de ton parcours scolaire, des savoirs mobilisés pour comprendre le métier d'étudiant lorsque tu arrives à l'université. Et tu nous parles aussi des nombreux bousculements et basculements aussi qui ont été les tiens. Avec toi, Marouane, on va entrer dans une critique d'un système qui place l'individu au centre de toute réussite, en niant aussi parfois les savoirs collectifs et les savoirs populaires. Et tu plaides même pour ce que tu appelles l'indocilité populaire. Donc, on va voir ce que veut dire que ce terme d'indocilité populaire. Mais avant, je voudrais juste vous lire quelques lignes de cet ouvrage avant de te passer la parole. Je n'étais pas ce boursier, ni cet élève méritant d'extraction populaire, pour qui l'école a été la bouée qui l'a maintenu à flot, avant de le transporter sur la rive d'en face. J'ai des collègues d'origine modeste, dont certains ont grandi dans des familles bien plus vulnérables que la mienne, mais dont le salut personnel et professionnel a découlé de leur réussite scolaire ou d'un coup de foudre précoce et improbable pour la lecture. Je me suis initiée dans un autre club, le FC Échec scolaire. J'ai lamentablement échoué au brevet des collèges, puis à l'examen du BEP, double déconvenu qui est arrivé à très peu de chercheurs du CNRS. C'est de ce décalage, de la singularité de mon parcours, qu'a émergé un début de réponse à la question « À quoi et surtout à qui ce livre pourrait servir ?» Alors, dis-nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et organisateurs. Je suis ravi d'être là avec vous et de partager ce panel avec vous deux. Merci beaucoup. C'était bien plus que du témoignage, c'était de l'expertise, c'était un regard, c'était très fort. Alors, oui, bien sûr, en plus je suis habitué. Ce que je peux dire sur
sur le projet de ce bouquin. Enfin, c'est même pas un projet au départ, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'était un devoir. C'était une disserte en fait. Une disserte pour avoir un diplôme qui s'appelle l'habilitation à diriger la recherche pour diriger les thèses. Et c'est dans mon incapacité d'écrire que je me suis dit, mais à quoi ça peut servir? Et tout ça a déterminé, pas seulement le contenu, mais également la forme. La forme, c'est-à-dire le mode d'écriture. Aujourd'hui, je peux écrire de différentes manières. Je peux écrire de manière très théorique, très abstraite, pour le monde universitaire et pour les séminaires pointus. Mais je peux aussi, et là c'est un peu plus dur pour moi, écrire pour un public plus large. Et il était important pour moi que ce livre puisse être lu par des lycéens, par exemple, des étudiants de première année, ou des gens qui passent le BAFA, ou des équipes professionnelles du travail social, ou de simples citoyens, et pas seulement à mes collègues. Je voulais qu'il soit lu par un public beaucoup plus large, mais parce que le petit rêve, ouais, parce que j'espère que ça peut avoir cet effet-là, mais c'est juste que, ça a été dit tout à l'heure, quand on connaît les règles du jeu, on est mieux armé pour jouer. Et ce livre, c'est un peu d'expliquer les règles du jeu. Voilà, c'est un peu ça l'objectif, d'expliquer les règles du jeu, de vendre la mèche. De vendre la mèche, en tout cas sur, notamment dans les trajectoires scolaires et universitaires, sur l'importance de savoir travailler. Et pas seulement d'apprendre ses leçons, mais de savoir comment travailler. C'est-à-dire d'avoir un peu de maîtrise de la méthode, le rôle de la méthode, de l'organisation dans la construction des trajectoires, et pas seulement sur la question du rôle des apprentissages, des contenus des cours. Moi, c'est ce que j'ai découvert très tardivement, et ce qui m'aurait beaucoup aidé, je pense, très très tôt, au moment de la période d'initiation à l'école élémentaire. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à cette rencontre sur la notion d'ambition, moi je trouve que c'est bien de poser les choses dans ces termes-là. Parce que l'ambition, on peut la décliner à différents niveaux. Parce que l'ambition, elle se construit à différents niveaux. L'ambition, elle se construit au croisement, bien sûr, des individus, de leur famille, c'est d'abord là, mais également dans le territoire, tu parlais d'écosystème, au contact de l'institution, et pas seulement de l'éducation nationale, qui est l'institution centrale, mais également de l'éducation populaire, qui, dans les quartiers prioritaires, dans les espaces où l'éducation prioritaire se déploie, elle joue un rôle absolument essentiel, central, qui n'est pas reconnu, en tout cas qui n'est pas vu à sa juste valeur. Et l'une des raisons de ça, c'est que on peut difficilement quantifier les effets par capillarité de l'éducation populaire. Donc on peut difficilement mettre ça dans des fichiers, dans des tableaux Excel. Et tout ce qui n'apparaît plus aujourd'hui dans les tableaux Excel n'existe pas beaucoup politiquement. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et du coup ça nous rend myopes, ça nous rend aveugles d'un pan du fonctionnement des territoires, d'un pan du fonctionnement des institutions, d'un pan de l'évolution des parcours qui est absolument essentiel, mais qu'on ne va pas voir, qu'on refuse de voir, ou même quand on le voit, parfois on le sait, mais ce n'est pas la priorité politique. Et puis plus largement de la société globale, l'ambition se construit au croisement de tout ça. Parce que l'ambition, c'est une croyance. C'est une croyance, c'est quelque chose qu'on intériorise, c'est quelque chose qui est co-construit. Et comme je l'ai dit, qui est au croisement de tous ces acteurs, de tous ces niveaux-là. Je dis ça parce que, au fond, on a, dans le contexte français, plusieurs atouts. Le premier atout, c'est qu'il n'y a pas de problème d'intelligence dans les quartiers prioritaires. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Même si on résume souvent l'intelligence aux compétences scolaires. Quand je relis mes bulletins, oui, j'étais pas brillant, je l'assume, mais à coup pas. Quand je relis ces bulletins, mais je relis surtout les remarques des enseignants qui, comme on l'a dit, beaucoup des enseignants faisaient le max avec les moyens et le temps qui était le leur. Certains ne faisaient pas le max du tout aussi. Certains n'étaient pas bienveillants. Certains étaient durs. Certains ont utilisé des mots blessants. Donc c'est pas tous les profs, mais c'est pas tous les profs qui sont malveillants, c'est pas tous les profs qui sont bienveillants malheureusement. Cette question des biais, de l'attitude, de la formation continue des enseignants, est une question qu'il faut continuer à poser parce que, bon, c'est des êtres humains. Hein.
on est tous des êtres humains, c'est les êtres humains, et il n'y a pas de raison qu'ils soient plus robots parfaits, des robots éducateurs ou des robots enseignants. Non, c'est des êtres humains qui ont leurs émotions, qui ont Et puis, pour le dire franchement, en retravaillant sur ce parcours-là, en tant qu'élève, j'ai beaucoup de regrets d'avoir rendu la vie impossible à beaucoup d'enseignants. C'est-à-dire qu'il y a des remarques des enseignants qu'avec le recul, je comprends mieux, et on a contribué à les pousser à bout. Voilà, il y a ce malentendu, ces non-dits, ce mal-être partagé, en fait. Le mal-être que nous, on vivait, on le faisait vivre aux enseignants, et des fois, ils répondaient de la même manière. Bon, c'est pas extrêmement... c'était pas agréable. C'était agréable pour personne, mais c'est comme ça que ça s'est fait. On n'a pas de problème d'intelligence et on n'a pas de problème d'attente. C'est-à-dire que les familles de milieu populaire ont de fortes attentes scolaires, on le mesure très très bien. Donc il n'y a pas de problème d'intelligence, il n'y a pas de problème d'attente. Mais par contre, on a des problèmes de ressources, et à deux niveaux. Le ressource de beaucoup de familles, je vais essayer de préciser les choses, et les ressources de l'institution. C'est-à-dire les moyens mis par l'institution pour atteindre l'objectif officiel, et je vais revenir sur cet objectif officiel, qui est de réduire les inégalités, qui est de produire l'égalité. Et comme tu l'as dit, ça fait quand même des décennies qu'on fait le constat que l'école reproduit, voire parfois accroît les inégalités. En tout cas, l'école ne parvient pas à réduire les inégalités de départ. On fait ce constat-là depuis des décennies. Et est-ce qu'il y a un investissement qui est fait pour essayer de compenser ça? Oui, il y a un investissement qui est fait. L'éducation prioritaire, les PRE, les cités éducatives, le dédoublement des classes et des mesures plus récentes. Est-ce qu'on peut dire que rien n'est fait? C'est mensonger de dire que rien n'est fait. Mais en même temps, il y a ce qui a été rappelé tout à l'heure, les inégalités territoriales, les inégalités dans le fonctionnement de dotation et les inégalités d'investissement de l'État dans les établissements scolaires en fonction du revenu des parents et de l'implantation au niveau du territoire. Pourquoi est-ce que les lycées prioritaires coûtent moins cher? C'est pas que le budget, c'est aussi parce qu'il y a les professeurs les moins expérimentés, et c'est au niveau de la masse salariale que les inégalités d'investissement se jouent le plus. Donc pour revenir à cette question de l'ambition, c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre politique? On fait comme si il était acquis que nous étions tous mobilisés, que l'État était mobilisé pour l'égalité. Moi je pense qu'on peut remettre en question cette idée-là, je pense qu'on peut remettre en question cette ambition-là. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que nous avons les moyens, nous avons l'intelligence, nous avons l'ingénierie, nous avons un État fort. En plus, on a un système centralisé, c'est pas comme dans d'autres pays. Moi, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, c'était l'école publique municipale sur un programme d'État avec des fonds fédéraux. Donc, il faut, et puis le rôle des comtés là-dedans n'était pas très clair à mon niveau. On a un État, l'éducation elle est nationale, c'est l'État qui a la main sur... c'est très centralisé, donc on a un pouvoir d'action qui est considérable. Et je pose cette question-là de l'ambition politique, avant de poser la question de l'ambition des familles ou l'ambition des jeunes, parce que c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. L'ambition, elle se voit comment, politiquement, pour réduire l'inégalité? Dans une question claire, pour moi, notamment dans le quartier prioritaire, c'est l'écart entre les besoins d'accompagnement, les besoins de ressources et l'investissement. Je vais vous donner un exemple très concret. Je travaille sur la sociologie de la délinquance, effectivement. Et ce que j'ai remarqué, mais après d'autres collègues, c'est que le parcours scolaire est le premier déterminant des risques d'engagement délinquant. C'est-à-dire que la délinquance, notamment la délinquance de voie publique, c'est une traduction de la fin d'une ambition scolaire. C'est la traduction de la fin d'une ambition scolaire. Pourquoi je vous dis ça? En regardant le profil scolaire des enfants pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. On a une étude sur les Bouches-du-Rhône, c'est l'enquête de Daphné Libar, et Daphné, elle montre quoi? C'est que à peu près 68% des gamins pris en charge par la PJJ ont redoublé, ce qui est bien au-delà de la moyenne nationale, mais surtout, les 2/3 de ces redoublants ont redoublé à quel moment? Au CP. C'est très précoce en fait, l'apparition des difficultés scolaires. Moi je travaille sur les bandes de jeunes, je fais une base de données
Et c'est 55% des gamins que j'ai interrogés qui étaient dans la petite délinquance. C'est la clientèle policière, pénale, c'est les petites mains du trafic, c'est les jeunes qu'on retrouve dans les vols, les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes. Toute cette délinquance de voie publique, la plupart d'entre eux sont d'origine populaire. Quand je regarde leur scolarité, ils sont démobilisés scolairement. J'utilise le concept de démobilisation scolaire. C'est-à-dire ils sont dans les murs mais pas dans l'activité. 55% sont en galère à l'école au CP, dès les premières années du CP. Et maintenant, on peut regarder, demander aux IEN, je sais qu'il y a des IEN ici, quelle est la part des enfants qui sortent de grandes sections maternelles, des quartiers prioritaires, qui sont en difficulté au test au CP, test national. Et on est, moi j'ai demandé à 3 IEN, dans 3 terrains où j'ai mené des recherches, on ne descendait pas en dessous de 54%. Et ça montait pour certaines écoles à 67% d'enfants qui sortent de grandes sections matérielles, de ces quartiers prioritaires et qui sont en difficulté au CP. Est-ce qu'ils sont moins intelligents? Non. Ils sont moins préparés, moins stimulés. Parce que les parents ont moins de ressources. Et ils ont d'autres difficultés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce constat-là? Parce que notre fonctionnement institutionnel, notre système, n'est pas fait pour rattraper tout ça. On en rattrape quelques-uns, mais pas beaucoup. Quand on regarde les stats, quand on regarde juste les résultats, c'est les chiffres de l'éducation nationale. Hein. Ils sont en ligne. Hein. Des écarts de niveau au test au CM1, par exemple. On a des écarts majeurs entre REP, REP+, et le privé sous contrat ou le public hors réseau prioritaire. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce que les enjeux d'égalité et la question de l'ambition scolaire, elle se joue là. L'ambition scolaire, la question de l'orientation, la question du choix, c'est une question de catalogue. Orientation subie, orientation choisie, oui, mais quel est le champ des possibles? Qu'est-ce qu'on peut choisir? Vous voyez, on peut se dire, ok, il a une orientation choisie, mais dans une offre limitée, parce que des ressources limitées. Moi, typiquement, conseillère d'orientation en 3e, elle me propose un BEP chaudronnerie. C'est en 1989. Moi, quand elle me dit ça, je pense à Panoramix, Astérix et Obélix. Mais oui, mais vous voulez que je pense à quoi d'autre? Vous voulez que je pense à quoi d'autre? Bien sûr. Moi, je lis des BD, elle me dit chaudronnerie, et moi, je lui réponds, mais qui achète des chaudrons, madame, encore aujourd'hui? À part de moments pour faire la cuisine pendant les mariages, quoi. Mais c'est... Et donc, vraiment, elle est là, et en fait, je crois qu'elle est beaucoup plus ambitieuse pour moi-même que moi-même. Moi, je veux faire un BEP vente. Est-ce que je fais un peu d'affaires, je revends des trucs. Et en fait, je veux faire un BEP vente, mais l'orientation BEP vente, c'est à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Le problème, c'est qu'il y a une guerre entre Champigny et Villiers-sur-Marne. Donc, je ne peux pas aller dans mon lycée de secteur. Ça, c'est une question d'adversité. La rue, comment la rue nous rattrape, comment cette violence nous rattrape. Ok. Et du coup, je fais quoi? Je vais aller faire compta à Fontenay-sous-Bois. Il n'y a que là où il y a de la place, de toute manière. J'ai pas trop le choix. Et je me retrouve en compta. Donc oui, j'ai eu le choix entre chaudronnerie, vente et compta. On peut dire que j'ai eu le choix. Des choix qui n'en sont pas. Des choix qui n'en sont pas. Parce que j'avais même pas idée. Et je veux dire, la question de pouvoir choisir, je l'ai perdue bien en amont, dans le cadre de ma scolarité, qui a commencé à être bancale en primaire et qui est partie vraiment en cacahuète pendant le collège. Donc c'est ça aussi, quand on se dit orientation, je veux bien, mais quand on parle d'ambition, mais on parle d'ambition pour qui et de quelle ambition? De quelle ambition et pour qui? Et moi vraiment j'insiste là-dessus, et je trouve que cette thématique, cette journée, elle est bien pour ça, c'est que si notre objectif politique c'est de rendre les inégalités acceptables, ou de les réduire, ou de faire tenir la société, au fond notre système est en réussite. On est en réussite, ça marche très bien. Et ce qui est mis en place, même si ça ne réduit pas les inégalités, ça a des effets. Ça a des effets. Par contre, si l'objectif c'est vraiment de réduire les inégalités, c'est de réduire leur niveau, c'est-à-dire de produire une égalité scolaire et donc d'avoir des effets de manière structurelle sur l'ambition, à ce moment-là, il faut peut-être des réformes structurelles et une ambition à ce niveau-là. Sinon, je pense qu'on peut avoir cette même journée dans 10 ans, se basant sur les mêmes statistiques, en ayant les mêmes discussions, et avoir d'autres profils qui raconteront la même chose. Ce que je dis là,
je pense que c'est peut-être dans ces termes-là qu'il faut poser la question des ambitions sans abandonner, et là c'est mon deuxième point et j'arrêterai, sans abandonner toute l'action qui est mise sur les territoires. Que ce soit l'éducation prioritaire, elle produit des effets, que ce soit l'éducation populaire, pour le coup quand tu racontais le rôle du BAFA, c'est un chapitre du bouquin en fait. Comment est-ce que l'éducation populaire, comment le BAFA, comment l'expérience de l'animation a été déjà un stopper une glissade, m'a recentré, ça a été un moment de mixité sociale, d'ouverture, d'émancipation, de responsabilisation. En fait, on ne devrait pas obliger le service militaire, il faudrait obliger de passer le BAFA. Non mais c'est vrai, c'est tellement structurant, c'est tellement puissant de se retrouver devant des enfants de maternelle qui nous voient comme un référent, un adulte, alors que 2 mois auparavant, on était encore des gamins en train de faire n'importe quoi comme ados, quoi. En 2 mois, la transition, c'est fou comment on peut changer rapidement, comment on peut se recentrer quand il y a une perspective qui s'ouvre, quand il y a de la confiance, quand il y a une ouverture sociale qui se met en place. Donc voilà sur quoi je voudrais peut-être m'arrêter, peut-être de se dire qu'on continue à travailler sur la question de l'ambition scolaire, c'est-à-dire de faire connaître les règles du jeu, d'ouvrir un peu les chakras, d'ouvrir les chances. Mais moi, l'ambition, là où ça me tient à cœur, c'est peut-être de réduire ce vivier de gamins en échec scolaire précoce. C'est-à-dire peut-être l'ambition scolaire, de l'avoir à un niveau politique et de se dire, pour les quartiers prioritaires, et de se dire comment est-ce qu'on peut mettre en place localement et dans les territoires, parce que je pense que ça a besoin de se déployer dans les territoires, comment est-ce qu'on peut mettre en place une politique publique d'accrochage scolaire. Je vous remercie. Merci Marouane, je vais vous proposer d'ouvrir la discussion et peut-être ouvrir la discussion à partir d'une phrase, cette fois que je tire de ta maman Marouane, à qui tu demandes mais maman, qu'est-ce que c'est que de réussir? Et elle te dit réussir, c'est d'abord être quelqu'un de bien. Donc voilà, je vous propose d'ouvrir la discussion à partir de ces interventions. Si vous avez une réflexion, une question, bien que ce sera court parce que le temps file, mais je vous en prie, allez-y. C'est jamais simple au démarrage, mais je crois que à chaque fois, présentez-vous brièvement et parlez avec attention. Merci. Franck Murati, éducation nationale, chargé de mission pour les cités éducatives, politique de la ville. Voilà, ce constat que vous avez fait et que vous avez dit en dernier, vous parcourez donc le territoire, j'imagine au moins national. Moi je me dis, est-ce que ce constat donc était déjà entendu? Il y a pas mal de membres de l'éducation nationale qui pourraient se mettre en question, les collectivités. Est-ce que, moi ma grande question, mais il n'y a pas un groupe qui nationalement, sur toutes ces problématiques qui sont sur tous les territoires de notre pays, n'a pas déjà commencé à réfléchir et à apporter ces solutions à tous les niveaux, dès la petite enfance, dans les différents parcours d'orientation que vous avez cités. Alors c'est extraordinaire, nous on l'entend et on va se dire on va faire quelque chose avec tout ce qu'on a compris, entendu, mais est-ce qu'il n'y a pas un organe de réflexion puissant qui rassemble toutes les forces vives qui permettent de résoudre toutes les problématiques que vous avez mentionnées? Peut-être on prend plusieurs réactions, remarques et charge à vous de vous en souvenir. Bonjour, Benjamin Biel, moi je suis le directeur d'un collectif de professionnels de la jeunesse dans les Alpes-Maritimes et on coordonne une cité éducative. Voilà, je suis passé aussi par le BAFA, moi j'y suis resté, mais ce qui est plus problématique. Mais non, c'était très intéressant dans vos interventions. Moi ce que j'entends en fait finalement, c'est qu'on a mis en place plein de dispositifs pour essayer de compenser et finalement on tend à maintenir ou à renforcer ces inégalités. La réflexion, je me dis, c'est qu'en fait,
depuis des années, ce qu'on perd beaucoup, c'est l'humain. Et on renforce un système, mais qui déshumanise de plus en plus. Et la question du lien humain, de renforcer la place de l'humain, l'interaction finalement dans tout cet écosystème éducatif, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Je crois qu'un système est critiquable et qu'il faut en tout cas de plus en plus critiquer ce système. Critiquer ce système, c'est pas critiquer les personnes qui mettent en œuvre ce système, mais je crois que souvent on confond un petit peu ces deux choses-là. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut renforcer la formation, qu'il faut travailler finalement sur l'humain. Ce qu'il faut dire aussi, je crois, c'est que souvent les intentions sont bonnes et les pratiques sont mauvaises, et que, en tout cas, il faut vraiment qu'on re-questionne la place de l'humain dans tout notre système et comment on accompagne, on forme, on recrée du lien, on recrée de l'interaction, et je crois que ça sera le meilleur moyen que d'empiler les dispositifs. Merci. D'autres remarques, réactions? Une dernière? Et je laisse la parole à la salle. Alors, moi, c'est plutôt un témoignage par rapport à Madame Bédour. Parce que moi, j'ai grandi aussi en quartier prioritaire. Et c'est vrai que j'étais un petit peu émue parce que ça m'a rappelé un petit peu les souvenirs de la maman qui ne sait pas très bien parler français, qui doit rencontrer les professeurs. Et je pense que quand on a grandi dans un quartier prioritaire, quand on voit que ses parents, ils ne peuvent pas forcément faire le lien, on déploie nous-mêmes. On apprend nous-mêmes, enfants, un petit peu le jeu de l'école, et on développe nous-mêmes ces stratégies. Moi, je sais que c'était ma grande sœur qui avait 4 ans de plus que moi, qui venait aux réunions, qui parlait aux professeurs, qui venait... Et c'est vrai que c'est un peu la débrouille, et ça, je pense que c'est une qualité qu'on a un peu dans les quartiers, c'est le caméléon, quoi. Savoir un petit peu, on apprend les règles du jeu d'un peu partout. Et je pense que voilà, c'est ce souvenir-là que je voulais un petit peu partager. Je pense qu'après, en étant maman, moi-même après, j'ai rien laissé passer. Parce que j'avais ce transfert-là où je me disais, non, maman, elle n'a pas pu le faire pour moi, je l'ai fait pour mes enfants. Voilà. Merci. Merci. Merci, madame. Alors, je voulais revenir sur la question de l'humanité et de remettre de l'humain au cœur de nos projets, de nos dispositifs, etc. C'est vrai que la déshumanisation, elle se fait pour moi à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. Et en tant que président d'association, je me confronte juste à la réalité de faire une demande de subvention. Je pense que tout le monde sait c'est quoi, parce que pour le coup, alors là, on est complètement dans la même soupe, parce que ce soit les institutionnels, que ce soit les acteurs associatifs, en fait, on est confronté aux mêmes réalités. Demander une subvention aujourd'hui, c'est apporter des bilans, apporter des chiffres, dire voilà, je touche tant de jeunes dans le territoire. C'est au moment où on demande la subvention, on l'a même pas encore reçue, qu'on doit déjà faire un bilan pour dire combien il y avait de personnes sur l'action qu'on a déposée. Et en fait, tout ça, je pense que ça participe au processus de déshumanisation. Quand j'étais conseiller en insertion professionnelle, vraiment, ça a été... en fait, je suis vraiment pas resté longtemps. Parce que, tout simplement, il y avait des dispositifs mis en place, on avait des échéances où on devait rendre des chiffres, parce que c'était une volonté gouvernementale, c'est de travailler sur l'insertion professionnelle. Et en fait, moi, je refusais d'inscrire les jeunes que j'accompagnais dans une dynamique où on répondait simplement au marché de l'emploi, parce qu'en fait, il y avait pas mal de jeunes en fait qui me disaient en fait j'ai envie de reprendre des études, j'ai envie d'eux, et derrière mon employeur qui me disait vite tu vas inscrire du monde, et j'ai dit en vrai j'ai du réseau et je peux inscrire beaucoup de personnes tout de suite, mais en fait c'est pas le but parce que sinon je pourrais pas les accompagner tout simplement. Et il me disait oui mais la prime, oui mais on a des comptes à rendre, oui mais... Et en fait tout ça, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir, parce que j'aurais été obligé de rentrer dans une dynamique où oui, j'allais déshumaniser en fait les jeunes, ça allait être simplement des chiffres, des comptes, des résultats, des réponses à France Travail, etc. Et j'ai décidé de ne pas le jouer, mais je suis d'accord et je suis complètement d'accord avec vous. La déshumanisation, elle se fait à tous les échelles. Là, je parle d'un milieu spécifique, mais en fait, à tous les échelles, on y est confronté et c'est pas facile. Et je pense que c'est un combat qu'on devrait mener, vraiment. Merci, merci. Vas-y. C'est pour peut-être
Alors, je rebondis sur ce que vous disiez, sur les stratégies qu'on met en place, sur ce qu'on retrouve les ressources. Et moi, c'est quelque chose que je constate tous les jours. Les ressources en interne, les compétences dans nos territoires, les familles n'en sont pas dépourvues. Elles ont juste de personnes qui y croient, tout simplement. Et c'est ce qu'on disait, c'est à partir du moment où on y croit, il y a énormément... c'est un des leviers, je pense, pour faire bouger les lignes. Et il y a énormément de choses qui se jouent à partir de là. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être répondre à la première question sur est-ce qu'il n'y a pas... Si, il y a des plans. Enfin, je veux dire, je pense que la sociologie des inégalités scolaires, c'est la plus... Déjà au niveau du travail, en termes de connaissances, c'est peut-être le champ des sciences sociales le plus renseigné en France depuis les années 60-70. Donc on a beaucoup de connaissances et puis plus le savoir produit par l'institution elle-même. La direction des études, la prospective, l'éducation nationale. Donc, on a énormément de chiffres sur l'effet établissement, l'effet classe, l'effet enseignant, et bientôt on aura des chiffres sur l'effet pointure des enseignants, tellement on teste tout. Donc vraiment, on a beaucoup de données. La question du constat elle n'est pas là. La question de la décision, c'est plus là, la question de l'ambition, de la décision politique et de l'intérêt à agir. C'est plus là que ça bloque. Moi, j'ai fait ma part, c'est-à-dire que j'ai été rencontrer le conseiller éducation de l'ancien président de la République, j'ai été rencontrer le chef de cabinet de l'ancienne ministre déléguée à la réussite éducative. Plus récemment, j'ai rencontré des conseillers de l'ancienne Premier ministre en charge de l'éducation, etc. J'ai rencontré un ancien ministre délégué, pareil, pour venir parler, chiffres à l'appui, j'ai rédigé une petite note, etc. Donc je pense avoir fait ma part, et j'en ai discuté aussi avec un certain nombre de rectorats, mais c'est très descendant, donc ce qui arrivera du ministère sera mis en place. Et franchement, là où je sens qu'il y a le plus d'écoute, au moins pour lancer des initiatives un peu expérimentales, c'est plus au niveau des collectivités, des territoires, des cités éducatives par exemple. Je pense que c'est vraiment peut-être les bons contextes pour tenter des choses, pour essayer des choses, si on est face à une forme de surdité ou de myopie au niveau du pouvoir central. Donc ça, c'est pour vous dire la réalité, et les discussions, elles sont lunaires des fois. Des fois, je sors de là, je me dis, mais qu'est-ce que je perds mon temps? Non, mais vraiment, quand vous venez parler de ça et on vous dit, à votre avis, la politique de reconnaissance mémorielle peut avoir des effets dans les quartiers, mais ils s'en foutent dans les quartiers. Vous ne pouvez pas voir à quel point vous êtes tellement éloigné de la réalité quotidienne des gens qui vivent dans ces quartiers. Et là, c'est un vrai problème. Et puis, sur la question des jeunes, moi, je suis très engagé au niveau associatif. J'ai jamais cessé de l'être. Pour moi, c'est important. Et ces derniers temps, j'ai assisté à des réunions où la question de l'accueil du soir. On a identifié 20 jeunes qui embêtent tout le monde, qui s'affrontent, qui envoient des mortiers d'artifice. Tous les quartiers connaissent ce problème-là. Je ne parle même pas des points de deal. Là, on est sur mais vraiment des jeunes qui sont là. Et en fait, personne ne veut les prendre en charge le soir. Là où ils posent le plus de problèmes. Et là, on monte tout un truc, ils sont ingérables, ils sont ceci. Donc, il y a énormément de projections. Et moi, j'ai vu ça dans ma ville, dans mon quartier. Donc, moi, j'étais pas très dispo. Il y a un groupe de jeunes de quartier, un peu plus jeunes que toi, plus jeunes que toi. Ils ont 22, 23. Ils ont le BAFA, animateur. Ils sont là, ils disent, à la maison de quartier, la ville ne veut rien faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai un local associatif. Je dis, vous proposez quoi? Ils m'ont dit, loup-garou pizza. Loup-garou pizza. C'est bête, hein? Loup-garou pizza. C'est juste pas pour faire de l'occupation, mais même l'occupation, ça compte. Mais loup-garou pizza, c'est le lien avec eux. Et on a lancé loup-garou pizza. 25, on s'est embrouillé parce qu'il y a des jeunes qui voulaient rentrer, mais on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Et là, rebelote. Le budget n'est pas ouf en termes de pizza. On a payé 7 pizzas parce que la deuxième est offerte si on se déplace. Et non mais vraiment, et en fait, les gamins étaient trop contents d'avoir un lieu le soir. Et en fait, la plupart ils sont dehors aussi parce que les appartements sont saturés. Des problèmes de suroccupation, et des fois il y a des conflits, donc ils ne sont pas dehors par hasard, en plus de leur propre trajectoire, etc. Et donc on a commencé à mettre ça en place. Moi, je n'ai pas les salariés pour gérer ça tous les soirs, sinon je le ferais tous les soirs.
Mais les soirs, on le fait, c'est calme au quartier en fait. C'est effet direct parce qu'il n'y a pas 150 jeunes qui posent problème dans l'espace public, ils sont entre 20 et 30. Donc je referme cette petite parenthèse, je veux dire, la question de l'action, des moyens d'action, on les a, les structures on peut les trouver, les moyens c'est pas le problème. Il y a la question de prendre un peu des risques, d'y aller, d'être un peu volontariste, d'essayer des choses et d'avancer progressivement. Donc moi je pense que c'est, là on en est à un moment où il faut revenir à ces choses-là, il faut revenir à ces choses-là. Ça me semble extrêmement important parce que sinon on continue à alimenter une espèce de désespoir, d'absence de ressources et de malentendus. Et sur l'école et les parents, il y a un énorme malentendu. Il y a un énorme malentendu parce que les parents attendent beaucoup de l'école en termes d'instruction, les enseignants attendent beaucoup des parents en termes de préparation, d'accompagnement. Et en fait, il y a toujours cette espèce de barrière où les enseignants peuvent se sentir attaqués dès qu'il y a une critique et les parents se sentent tout de suite jugés, les atteintes à l'intimité, et on pourrait dépasser ça. On pourrait dépasser ça, les liens pourraient être beaucoup plus... je veux dire, on a une grosse marge de manœuvre dans le rapprochement et dans l'alliance éducative dont tout le monde parle à l'échelle de nos quartiers. Je m'arrête là, j'étais un petit peu long. Merci à tous les trois. J'ai été ravie de vivre cette discussion à vos côtés. Je ne sais pas si on peut faire une pause ou si on... Oui. Merci à vous.